Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Maxwec GT Live pour un live spécial ce soir. On va vous présenter les 24 heures du Mans. Nous avons trois invités. Le premier aura un peu de retard, mais il est tout excusé. Et Fabrice vous fera sa présentation. Le deuxième, Fabrice, qui aura de consultant. Et on a aussi nos hommes de l'ombre, Willy à la sono et à la radio, Hello. Jeff au commentaire Good et evening. Virginie au timing. Voilà, donc on va attaquer directement sur la 88e édition des 24 heures du Mans. Bonsoir Fabrice. Salut Alban. Donc effectivement, pour l'instant, on n'est que deux. On va accueillir notre troisième homme qui est en train de s'échauffer la voix. Vous aurez l'occasion de l'entendre et de l'admirer pendant tout le week-end sur Eurosport. C'est Eric Edari qui était avec nous en live il y a quelques temps et qui nous rejoindra avec un petit peu de retard, mais il se joindra à nous avant d'accueillir un des pilotes de cette fameuse 88e édition. Tout à fait. Donc, on revient à nos moutons. La 88e édition des 24 heures du Mans, on le sait, a été décalée au mois de septembre. Donc, ça va attaquer le 17 et ce jusqu'au 20 septembre. Donc, on a un format un petit peu plus inédit cette année parce qu'on a eu la pandémie de Covid-19 et du coup, on va tourner à 59 concurrents cette année. Donc, crise sanitaire mondiale oblige. Donc, nouveau mode de recalculage pour le Mans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'avant-dernière manche du championnat WEC. Donc, à savoir, important, c'est que les points comptent double lors de cette épreuve. Donc, on va avoir un format complètement inédit au point de vue de tout ce qui va être essai. Donc, on va avoir 11 heures au total d'essais libres entre le jeudi et le vendredi. On aura une séance d'hyperpole. Tu peux nous en toucher un petit mot, Fabrice ? Alors effectivement, l'hyperpole, je pense que ça va bouleverser un petit peu la hiérarchie parce que les pilotes vont pas tout donner pendant cette séance de qualification pour une raison qui est simple, c'est que la qualification va se dérouler après les 6 heures d'essai du jeudi. Donc la préparation des voitures, la régularité des pilotes, le fait de ne pas casser l'auto pendant ces séances d'essai par rapport à une semaine normale du Mans, effectivement, sera vraiment primordial. Donc, pour les pilotes les plus rapides, l'objectif ce sera d'être dans l'hyperpole, d'être parmi les 6 premiers pilotes de chaque catégorie pour aller, après, se retrouver en hyperpole. Avec là encore un challenge un petit peu différent, dans le sens où les pilotes partiront, n'auront pas le droit de revenir au stand. Donc là, la stratégie avec la notion de trafic, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les pilotes n'auront que peu de jokers pour pouvoir faire leur chrono. Donc je pense que ça va pimenter un petit peu tout ça. Et puis forcément, les équipages devront définir au plus tôt qui sera le pilote qui va participer ou qui va qualifier la voiture en vue de participer à l'hyperpole. Donc ça va être un sacré challenge. Donc, on va faire un petit récapitulatif sur les horaires de la semaine. Jeudi, on ouvre le feu, 10h à 13h, les essais libres 1. Ensuite, on fait une petite pause. On reprend pour les essais libres 2 de 14h à 17h. Format inédit, on attaque de 17h15 à 18h les qualifications. Et ensuite, on va faire les essais libres de nuit qui commencent à 20h pour se terminer à minuit. Ensuite, on slash au vendredi. Donc le vendredi, 10h-11h, les libres 4. Ensuite, Fabrice vient de nous l'expliquer, c'est avec la minerve, désolé. 11h, 11h30, l'hyperpole. Et par contre, Fabrice, on a la course Road to Le Mans. Tu peux nous en parler ? Alors effectivement, sur ces courses de 24 heures, il va y avoir plusieurs courses support. Alors j'espère qu'effectivement la CO fera les choses en grand comme ils le font d'habitude, en retransmettant ces courses qui sont généralement très animées. Je vous invite vraiment à aller voir le live de l'année dernière avec une bagarre en tête avec François Kierman, Laurence Heur, qui sont montés cette année en ELMS, en LMP3. Mais vraiment, il y aura donc ces deux courses de Road to Le Mans, avec donc une course le vendredi, une course le samedi, également la Ligier JS2R Endurance, où vous pourrez également retrouver l'équipe d'un de nos anciens invités, qui était en l'occurrence Yvan Muller, avec le Yvan Muller Racing. Donc vraiment, essayez de suivre ces courses-là, parce qu'il va y avoir de l'animation en piste. Et puis, encore le samedi matin, un dernier roll-up avec une petite séance de warm-up avant un départ, pour une fois, chamboulé à 14h30 samedi. Et voilà. Et on conclut sur le dimanche, qui normalement devrait se finir à 14h30, fin de la course, et pour avoir nos cérémonies
de podium à 15h. Tout à fait. Voilà Donc, pour ce qu'il est du planning, on va dire. mhm. Willy nous a mis le slide, donc voilà. Est-ce que tu vois, Fabrice, pendant ce petit quart d'heure de warm-up, des choses à dire? Alors, pour moi, surtout, il va falloir jouer une bonne carte de fiabilité, dans le sens où faudra que tous les équipiers puissent rouler pendant les différents essais libres. On n'a qu'une seule séance d'essais libres de nuit, donc ce sera d'autant plus compliqué parce que par rapport à la météo du mois de juin, la prépondérance de la nuit pour le mois de septembre sera beaucoup plus importante, des nuits beaucoup plus fraîches. Donc, je dirais une adaptation de l'auto, des pneumatiques et de certains réglages, s'ils en ont la capacité, qui devront être beaucoup plus peaufinés. Donc, ce sera vraiment pas évident. Ah, eh ben, bonsoir Eric. Bonsoir. Salut Eric. Ça va? Comment vas-tu? Ça va pas mal. Je ne sais pas si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, mais en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Eh ben Eric, tu tombes super bien. On va tout de suite te mettre dans le bain. On parlait, Fabrice, du warm-up, mais on parlait aussi de la stratégie durant la nuit. Toi qui as roulé la nuit, comment tu as abordé ce passage des 24 heures? Déjà, quand la nuit tombe, la course est lancée depuis un petit bout de temps déjà, puisque en fonction des années, ça part entre 15h, 16h. Cette année, c'était 14h30, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il commence à faire nuit vers 22h, 23h. Donc, la course est déjà bien lancée, et donc on est bien chaud. On sait déjà les objectifs que vont nous donner les écuries. On sait si on peut gagner, si on ne peut pas gagner. Donc, déjà, la course est bien installée. Et quand on rentre dans la nuit et qu'il fait sec, c'est pas simple, mais quand il pleut, c'est encore moins facile. Justement, Eric, est-ce que tu as déjà consulté la météo pour ce week-end? Alors, franchement, depuis que je cours plus au Mans, je suis super cool par rapport à la météo. Parce que cette année, on sera dans notre Algeco à Paris en plus, puisque cette année, on ne va pas au Mans à cause du Covid. Donc, depuis que je pilote plus, franchement, je le prends vraiment super cool, même s'il neige, s'il y a du vent, du brouillard. C'est beaucoup plus simple que lorsqu'on est dans la voiture, parce que franchement, j'étais un des seuls qui ait toujours dit lorsqu'il pleut, j'ai peur. J'avais peur. C'est pas pour ça que je roulais doucement, mais j'avais peur. Et quand tu as toute ta famille qui est dans les stands et que tu sais que peut-être tu les reverras pas, franchement, ça donne un peu de piquant à la course. Et par rapport à cette préparation nocturne, Eric, vous changez quoi généralement sur la voiture? La pression des pneus essentiellement, un autre train de pneus? Oui, la pression, pas forcément, mais en tout cas, on a, quand c'est Michelin, différentes qualités de gomme. Et évidemment, la nuit, on peut rouler avec des gommes plus tendres, donc les voitures sont plus performantes, surtout parce qu'on a des gommes tendres, comme je vous l'ai dit, mais en plus, les moteurs fonctionnent mieux parce qu'il fait un peu plus frais. Donc c'est là où le soir et la nuit, on fait des chronos qui sont bien plus rapides, et encore plus le matin, parce que le matin, la piste est bien gommée, et quand le petit jour se lève, là, il fait frais, on a des pneus tendres, et ça roule très très vite, et c'est super sympa pour les pilotes. Est-ce que toi, Eric, tu vois clairement une guerre de manufacturiers? On sait qu'aujourd'hui, Goodyear, qui a pris la suite de Dunlop, hein, c'est le même groupe, Goodyear-Dunlop, mais clairement, Goodyear aujourd'hui a quand même mis le paquet avec des top teams. C'est toi qui as commenté la première course de LMS au Paul Ricard. Est-ce que tu verrais bien, toi, le fait d'avoir deux manufacturiers qui vont se tirer la bourre avec des top teams? Comment tu verrais ça, toi, en LMP2? Alors, franchement, je suis quand même un petit peu français, même vraiment français. Et Michelin, ils ont toujours été un cran au-dessus, surtout en endurance. Michelin, ils ont fait des pneus. Quand ils veulent faire des pneus, ils font des pneus qui font des quadruples relais et qui perdent aucune perfo. Franchement, ils sont incroyables. Quand il pleut, c'est pareil. Ils ont des pneus qui s'appellent Cut. Ce sont des pneus qui ne sont pas des vrais pneus pluie, qui fonctionnent même sous une pluie battante, alors que ce sont pratiquement des slicks. Donc, ils sont vraiment super forts. Franchement, tout ce qui est endurance, si vous n'avez pas Michelin, c'est carrément un handicap. Donc pour toi, Eric, avantage Michelin alors? Clairement, oui. D'accord. Ouais, il faut. On est chez nous là. C'est la nôtre, c'est notre épreuve, les gars. Ouais, tout à l'heure, Eric, tu nous faisais peur. Hein. Tu parlais de la pluie, la neige. On se serait cru à Spa il y a l'année dernière. Alors, j'ai jamais eu de la neige au Mans. J'en ai déjà eu à Spa, donc on est bien d'accord. Mais quand il pleut au Mans et que vous roulez à plus de 300 à l'heure dans la ligne droite sans voir le bout de votre capot, je peux vous assurer que c'est un truc qu'il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Parce que, encore une fois, aux commentaires, je suis vraiment bien. Maintenant, je ne me referai plus, je ne roulerai plus à 350 sous la pluie, en aquaplaning pendant 200 mètres. Non, ça, c'est un truc, c'est pas raisonnable. C'est pour les jeunes. C'est pas jeune.
D'accord. Allez. En parlant des jeunes, Alban. Ouais, je vais vous donner deux, trois petites stats avant de faire les présentations. Messieurs, je vais vous mettre la contribution. Sachez qu'à ce départ de la 88e édition, on a 29 nationalités. On a 6 féminines. Donc, génial. on est parti sur 2 équipages. Un en LMP2 chez Nile Racing et un en GTUAM avec l'Iron Lynx Racing chez Ferrari. Ensuite, le pilote le plus jeune, monsieur Lucas Allégeret, 19 ans, que nous allons accueillir après. Le pilote le plus ancien, Dominique Bastien, 74 ans. Mais non. Et si. 74 ans, génial. 74 ans. Et on a 6 anciens vainqueurs au départ du scratch. Alors, Sébastien Dumas, Sébastien Buemi, Smith, Nakajima, Hartley et Tandy. Et enfin, il y a 5, ça. Ça fait 5 ouais, non, 6. Nakajima, Hartley, Tandy, Smith, Buemi, Dumas. Pardon. Dumas, oui, j'avais pas entendu Dumas. Ok, très bien. Alors, 4 victoires aussi, je tiens à le souligner, pour Nicolas Lapierre en LMP2. 2015, 2016, 2018, 2019. Les gars, est-ce qu'il peut faire 2020? Pourquoi pas, hein. Franchement, il a une bonne voiture, il est bon. Après d'avoir gagné déjà 4 fois en si peu de temps, c'est pas mal. Il y a Christensen qui était aussi excellent dans ce genre d'exercice. Mais bon, il faut un peu de réussite, il faut tout. Mais bon, Le Mans, ça reste Le Mans, tout est possible. Ouais. Et là, on va finir sur le nombre de participants qui ont fait le plus qui ont participé à l'épreuve plusieurs fois. Collard, 24 éditions. Et de très près, Yann Magnussen, 22. Manu, franchement, il le mérite. Je sais que l'an dernier, il n'a pas pu le faire. Il était très triste parce qu'il voulait absolument faire au moins ses 24 heures du Mans. Et il peut le faire cette année, donc je suis de tout cœur avec lui. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais commenter avec Eurosport, enfin sur Eurosport. Et donc, on suivra de près notre jeune Manu Collard. Et voilà. Bon, maintenant, messieurs, je vais vous faire travailler. On va commencer par faire un petit récapitulatif des forces en présence. Donc, à savoir 5 LMP1, on en avait 6, on a perdu Ginetta dans la semaine dernière. On a 24 LMP2 et on a en catégorie GTM et GTE Pro un beau plateau aussi. Parce qu'en GTM, il est plus conséquent qu'en GTE Pro. Et donc, je vais vous donner ça. La slide est partie. On a 8 GTE Pro et 22 GTM. Pas mal. Pour les temps qui courent, franchement, c'est bien. Voilà. Je vous laisse commenter les LMP1. Vous connaissez les forces en présence? C'est à vous? Alors, en LMP1, c'est pas compliqué. Hein. Tu as Toyota contre Toyota. Hein. Clairement, c'est une année où il n'y a pas trop de suspense. À moins que Toyota se prenne les pieds dans le tapis, je vois pas qui pourrait les battre. On est d'accord? Ah bah là, clairement. Après, je pense que ce qui va jouer aussi, c'est effectivement la fiabilité, etc. Donc, ça va être une grosse clé. En espérant aussi qu'avec la balance de perfo, la rébellion et peut-être la Bike-Colosse aient également leur mot à dire. Mais c'est clairement Toyota qui sera au-dessus. Et ça va jouer entre les pilotes. Je pense qu'ils connaissent surtout que Toyota, c'est clairement eux qui ont le meilleur budget, ils ont les meilleurs équipages, ils ont la meilleure voiture. Et puis s'il y a 3 gouttes de pluie, avec leurs 4 motrices, ils seront juste imbattables. Donc clairement, c'est encore une année pour Toyota. Et puis bon, ils le méritent tellement parce qu'ils ont fait tellement d'éditions où ils ont perdu. Et j'ai fait partie de leur équipage, donc je sais ce que c'est. Qu'ils méritent vraiment de remporter le Mans encore et encore. Est-ce que vous voyez un doublé Toyota? Oui, ça serait logique. Maintenant, c'est clair que les autres équipages méritent aussi, mais bon, Le Mans, encore une fois, quand tu es dans une voiture d'usine, tu as beaucoup plus de chances que si c'est une voiture privée ou même semi-privée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la BOP qui a été mise à Toyota cette année peut aussi favoriser Rébellion? Clairement, si j'étais la CO, je mettrais une BOP qui soit juste un tout petit peu favorable à Toyota. C'est le but, hein. Je pense que c'est le but, c'est garder une part de spectacle. Hein. Non, mais bien sûr. Mais maintenant, si Rébellion gagne, ça serait formidable. Mais bon, ça serait quand même un peu surprenant. Après, moi, je regarde déjà un peu plus loin parce que 2022, on a Peugeot qui arrive. Ça, c'est l'événement pour moi. C'est un truc qu'il fallait absolument pour les 24 heures du Mans parce qu'on a perdu
tellement de constructeurs ces dernières années que clairement cette année ça va être une année un peu difficile parce que un seul constructeur c'est pas suffisant. On a toujours connu au moins 2 constructeurs au Mans qui se tiraient la bourre et c'est ce qui attire les foules et les téléspectateurs. Là, bon, il manque un peu de suspense. Donc 2022, Peugeot, et puis qui d'autre? On attend. On croyait Aston Martin. On ne sait pas s'ils vont venir. Visiblement, ça sera non. Mais je crois quand même que pour les constructeurs, il y a une brèche qui s'est ouverte. Un budget raisonnable et avec des retombées du Mans. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de constructeurs qui vont arriver en 2022. Eric, justement, je profite que tu parles de ça. Bonsoir, c'est Jean-François. Je te vois de temps en temps sur les rencontres Peugeot. Oui. Voilà, dans le team Limoujo. On roulait d'ailleurs à Albi aujourd'hui avec mon fils dans une 208 Cup. Donc je suis à fond Peugeot, bien sûr. Bon, voilà, c'est des bons souvenirs en tout cas, notamment la dernière au Castellet. Est-ce que tu penses que Ferrari va revenir justement dans les catégories les plus élevées? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'aimerais que Ferrari revienne, mais j'aimerais qu'il y ait 5-6 constructeurs qui reviennent. Alpine va faire du LMP1, ça c'est formidable aussi, on n'en a pas encore parlé, mais ça sera formidable. J'allais y venir. Et ça serait visiblement pour 2021, donc ils seront un petit peu avant Peugeot. Maintenant, est-ce qu'ils auront le budget nécessaire? Il y a Renault derrière, donc on espère. Donc on ferait déjà Renault contre Peugeot, contre Toyota. Ça fait déjà 3 constructeurs. Je pense que 2022, ça va être formidable. Merci. On attendait tout ça, parce que clairement, ça fait des années que le Mans, malgré tout, s'essouffle un petit peu. C'est vrai qu'avec le Dieselgate, on a perdu beaucoup de constructeurs et il fallait vraiment que ça rebondisse. Alors, le Mans, ça a toujours été un peu les montagnes russes. Franchement, on a eu des années exceptionnelles et puis on a eu des années un peu plus pauvres. Mais la magie reste et là, ça repart. Donc, on est vraiment très, très contents. D'accord. Et quand tu as gagné les 24 heures, Eric, tu avais un peu de concurrence aussi? On n'avait qu'un seul constructeur. Malgré tout, c'était déjà Toyota à l'époque, puisque Toyota avait 3 voitures, nous on avait 3 voitures, et c'était une belle bourre. Il ne faut pas non plus se leurrer, cette année-là, il y avait quand même peu de concurrence, peu de participants, c'était une année un peu compliquée, 93. Nous, on roulait à 370 dans la ligne droite, et la même année, il y avait des Porsche qui roulaient à 250, donc c'était un peu hétéroclite, et il y a eu des années qui étaient bien plus disputées que la nôtre, mais bon, je garde quand même cette victoire. Franchement, ça a été une belle victoire pour moi. Enfin, pour moi et pour Peugeot, d'ailleurs. C'est normal. Bon, par contre, les gars, j'ai pas super longtemps, donc oui, allez. Petit jeune, parce que moi, je veux discuter avec lui. Alors vite, on va aborder les LMP2. Vous voyez qui en favori, les gars? 24 teams? Allez, Alpine, bien sûr. Alpine? Fabrice? Moi, je verrais bien Alpine et United, parce que United, ils ont quand même bien capitalisé sur les dernières manches de LMS et WEC. Et il ne faut pas oublier quand même l'équipe TDS, alors qui peut s'appeler G-Drive ou ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais en tout cas, l'équipe de Xavier Combet fait malgré tout un super boulot. Et je pense qu'il va y avoir une très très grosse bagarre entre trois. Là, les plus grosses bagarres qu'il y a, c'est en P2 et en GTAM. Là, je peux te dire que les gars, ils partent en relais et il faut qu'ils donnent tout parce qu'à l'arrivée de la course, tu as des écarts qui sont infimes. Ils ne peuvent pas gérer, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent juste rouler à fond du début à la fin. Et puis à la fin, tu regardes, tu gagnes ou tu perds pour 3 minutes, 2 minutes. Et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait un petit à queue ou pourquoi j'ai fait un tout droit. Et là, franchement, le pilote est hyper important. Alors, allez, GTE Pro, les gars, qu'est-ce que vous voyez? La bagarre entre Ferrari, Aston et Porsche. Il n'y a que ça. Il n'y a que 3 constructeurs. Après, clairement, la Bob va tout faire. Parce qu'en GT, on sait très bien que certaines années, c'est les Porsche, d'autres années, c'est les Ferrari. Donc, ça sera plus politique qu'autre chose. Mais moi, j'aimerais bien poser un petit billet sur Bruni et la Porsche parce que je sais que Jean-Maria, franchement, c'est un killer. Donc, j'aimerais bien que ce soit Jean-Maria qui gagne. Ouais. Sachant que Ferrari sont assez forts dans les longs relais, hein, attention. Et évidemment, mais après, c'est la Bob qui fera la différence. Ah. Et en GTEM, eh ben, nous avons un pilote GTEM qui a fait le plaisir de rejoindre ce soir, c'est monsieur Lucas Légeret, pilote d'MC Proton. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Salut Lucas. Comment vas-tu Lucas? Bien, une longue journée, mais ça, on a fait le moulage du siège aujourd'hui avec l'équipage. Et non, ça va. Il fait chaud. Hein. Je m'attendais à qu'il fasse un peu plus froid, mais il fait chaud au moment là. Ah oui.
Donc Lucas, on te présente Eric Hellary, qui a gagné aussi les 24 heures du Mans, qui a un bon nombre de participations. Et Eric Hellary, Lucas Lexmet. Donc si vous voulez échanger un petit peu sur l'épreuve Mancel, vous avez carte blanche après. Moi, j'aimerais bien avoir quelques petits conseils, j'aimerais dire, avant, vu que moi, c'est ma première fois, des petits conseils précieux, j'aimerais dire, qui peuvent nous aider durant la course, quoi, à éviter de nous faire des erreurs durant le relais. J'ai un conseil, il faudra que tu le gardes dans ta tête pendant toute la course, t'enflamme pas. Pour gagner le Mans, il faut déjà terminer. Et il y a tellement de choses qui t'enflamment à un moment où tu as envie de doubler le gars, je sais pas, mais voilà, il faut toujours rester les pieds sur terre. Il faut rouler vite, évidemment, mais il ne faut jamais faire une erreur. Parce que si tu veux, tu vas gagner 3 dixièmes au tour. Et si tu te mets au bac à sable, tu vas perdre 10 minutes. Donc, c'est sûr, vraiment, c'est un truc de marathon. Il faut toujours être bien dans ta tête, il faut toujours être réfléchi. Et il y a des fois où il vaut mieux perdre 2 secondes que de perdre 2 minutes. Et ça, vraiment, c'est vraiment la clé du truc. C'est toujours rester la tête sur les épaules et réfléchir. Ok, super, merci. Tu aurais d'autres conseils, Eric? C'est pas forcément un truc de jeune, mais crois-moi, quand on a été embauché par Jean Todt, on avait une telle pression, les jeunes, pour pas faire de bêtises, qui nous ont dit en début de course, il y avait André de Cortance qui était l'ingénieur, alors peut-être que toi ça te dit rien, mais c'était un grand monsieur, et ils nous ont briefé pendant des heures, pas prendre les bordures, pas sortir, faire attention au sur-régime, parce que nous, à l'époque, on pouvait faire des sur-régimes, vous ne pouvez plus, mais toi, il y avait plein de trucs à gérer, et on a fait ça. Et on était la 3e voiture des jeunes, et puis finalement, on a gagné. Donc vraiment, t'as pas le droit à l'erreur. Au Mans, maintenant, surtout maintenant, tu perds 5 minutes au stand, c'est pratiquement terminé. C'est fini, ouais. Eh oui, parce que tu remontes pas 5 minutes au Mans, tu vas gagner 3-4 dixièmes sur un tour, tu prends ta calculette et tu regardes combien de tours il faut pour récupérer 5 minutes, c'est juste irrattrapable. Okay. Et en termes de pilotage, tu as abordé ça comment, toi, Eric? Agressif, conservateur? Le Mans, c'est une piste qui est vraiment atypique, qui ressemble à aucune autre. Et soit t'aimes le Mans, soit t'aimes pas le Mans. Moi, je peux vous assurer qu'au Mans, j'ai toujours été archi rapide. Je sais pas pourquoi, mais tous les Porsche, tous les enchaînements, quand tu es bien calé et tout là-dedans, tu fais des différences qui sont vraiment importantes. Et il faut apprivoiser cette piste. Il ne faut pas avoir peur dans aucun endroit. Il faut y aller, tu vois, humblement. Et quand tu as réussi à mettre tout bout à bout, c'est comme dans une spéciale de rallye. Là, tu es vraiment bien. Il faut être cool. Il faut que tout se passe au ralenti dans ta tête. Et quand tu arrives à ça, je peux te dire que là, tu regardes même plus le chrono. Tu sais que les autres, ils vont... Tu le sens. Tu le sens clairement. Tu le sens. Et alors, quand il pleut, là, je peux te dire qu'il faut l'avoir fait vraiment une fois dans ta vie. Parce que quand il pleut, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je te jure que pour être vite sous la pluie, c'est pas ça. Non, ça c'est sûr. Puis sous la pluie, tu as des coups d'aquaplaning, tu as des endroits où tu vois rien, enfin, c'est super compliqué. Et tu te souviens de ton premier Le Mans, Eric? Comment t'étais? J'étais à la cool parce qu'en fait, je connaissais pas Le Mans. On est arrivé avec Peugeot, et puis le dimanche à 16h, on a gagné. Donc, tu veux, c'est quand même plutôt cool comme première participation. Puis, je me rappelle encore, j'étais sur l'autoroute dans ma Peugeot, j'écoutais les infos et j'entendais mon eau à la radio. Je me suis dit, bon, le Mans, c'est comme ça. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé, mais sauf que ça se passe pas toujours comme ça. Et toi, Lucas, comment tu l'abordes ton premier Le Mans? Bah, comme il a dit Eric, pas faire d'erreur, quoi. Je pense que c'est la règle d'or à appliquer. Après, avec beaucoup de plaisir. Le but, c'est d'avoir du plaisir quand même, de profiter. Certes, il n'y a pas le public, ce qui est dommage, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, une épreuve exceptionnelle, quoi. Ça fait rêver, ce Le Mans. Tu connais le monde de l'endurance, tu entends tout le temps parler du Mans, et maintenant que tu le fasses, c'est génial, quoi. En tout cas, j'essaie d'avoir le plus de plaisir, quoi. Tu as vraiment raison, Le Mans sans le public, franchement, moi j'ai jamais connu et il faut vraiment que tu reviennes au moins une deuxième fois parce que Le Mans, pour moi, je t'assure, même quand tu prends le départ dans la voiture, tu entends le public. Il y a une ferveur, il se passe quelque chose. C'est vraiment une épreuve. Il y en a 3 dans le monde. Pour moi, tu as Le Mans, tu as Indianapolis et tu as le Grand Prix de Monaco. Et là, tu vas connaître Le Mans, mais sans le public, et je pense qu'il va manquer quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez déjà fait votre briefing, dit Lucas? Non, on a pris connaissance des ingénieurs. Par rapport à Spa, la dernière course en WEC, on a changé d'ingénieur, donc on a pris connaissance des ingénieurs, de mon équipage, et puis un peu encore de l'équipe, prendre ses marques. C'est encore assez nouveau pour moi, donc le but
c'est de faire connaissance un peu avec tout le monde, découvrir tranquillement le team, quoi. Par contre, si vous permettez les jeunes, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci Eric. Merci. Tu donneras ton numéro de téléphone à nos amis parce que je t'appellerai pendant la course parce que comme on sera à Paris, on aura besoin de biscuits évidemment pour commenter la course et on n'aura pas de t'appeler parce que j'ai fait une réflexion parce que je vais appeler aussi Monsieur Tavares parce qu'il donne le départ de la course et donc j'ai pris rendez-vous avec lui pour qu'il commente et pour qu'il nous aide. Et je lui ai dit mais j'arriverai pas à te joindre parce que c'est vrai qu'au Mans, on n'arrive jamais à joindre personne sur le portable parce qu'il y a tellement de monde. Mais il me dit cette année, il n'y aura pas de problème pour joindre les gens. Donc, tu laisses ton portable et je t'appellerai. Et je te souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette édition particulière. Mais on aura quand même les 24 heures du Mans et ça, c'est le plus beau cadeau. Parfait, merci. Merci bien, Eric, de ta présence. Ouais, les gars. Merci à vous. Une bonne soirée et une bonne course. Merci. Allez, à plus tard. Ciao. Bon. Fabrice, je te propose une chose. Est-ce qu'on a des questions déjà avant? Oui, moi j'en ai une. J'ai une petite question j'en ai deux pour Lucas. Lucas, la première, dans quel état d'esprit tu te trouves? On est lundi, on est à 6 jours de la course. Dans quel état d'esprit tu te trouves là maintenant, tout de suite? C'est sûr, j'ai bien dit état d'esprit. Voilà. C'est sûr, il y a toujours un peu de stress, j'aimerais dire, avant de monter dans la voiture. Là, quand j'ai fait mon siège, tu sais, tu mets ton pied sur la pédale de frein, tu fais mais Aspa, elle n'était pas de cette dureté. Donc, c'est sûr que y a toujours un peu d'anticipation, j'aimerais dire, avant les premiers essais. Mais je pense, une fois que tu es dans la voiture, tu sais, quand on a le moteur qui démarre, là, je pense tu es concentré à fond sur ce que tu dois faire. Et ça s'enchaîne assez vite durant la journée, quoi. Donc, non, mais c'est sûr. Toujours un peu de stress, je pense. C'est un peu normal, quoi, une épreuve pareille, quoi. D'accord. Et j'en ai une toute petite deuxième, s'il te plaît, très rapide. C'est une question de Chris qu'on salue, bien sûr. Comment se passe la préparation de la voiture cette année, en quelques mots? C'est-à-dire? Comment se passe la préparation de la voiture entre maintenant et, je dirais, et la course? Ouf, alors là, Qu'est-ce qu'on va te demander principalement? Voilà, c'est plus ça, je pense, sa question. Je pense, si je peux pas répondre, c'est pas grave. Non, je pense que le principal, ce qu'on va faire en tant qu'équipage avec les ingénieurs, c'est qu'on ait tous un bon rythme au niveau de l'équipage, que ça soit homogène et qu'on soit tous confiants avec un setup qu'on a trouvé. Pas qu'on arrive dans la course, qu'il y ait encore des doutes sur certains virages, j'aimerais dire, ou des incertitudes. Le but, c'est d'être le plus confiant que possible avant la course. D'accord. Merci, Lucas. Et justement, Lucas, par rapport à tes équipiers, tu te sens comment, ou comment se sentent tes équipiers par rapport à toi? Est-ce que c'est toi qui te reposes sur eux? Est-ce que c'est eux qui se reposent sur toi? Non, encore avec l'équipage, malheureusement, je peux pas encore trop vous dire. Je pense que vous allez voir dans les jours qui viennent ce qui s'est passé au niveau de l'équipage. Après, non, je pense que le but c'est de se compléter chacun au niveau des conseils. Par exemple, s'il y en a un qui est plus rapide dans un virage ou qui a trouvé une technique au niveau des viewers, point de repère, tout ça. Je pense que le but, c'est vraiment de s'entraider au maximum, quoi. C'est un travail d'équipe et pas un travail individualisme. Donc, non. Après, certes, on a peut-être chacun ses caractéristiques de vitesse. Peut-être sous la pluie, il y a peut-être quelqu'un qui va plus vite. Donc, si d'un coup, il se met à pleuvoir, comme on a dit dans la nuit, bah, c'est sûr qu'on va mettre celui qui va vite sous la pluie si on a l'opportunité de le mettre dans la voiture, quoi. Mais toi, aujourd'hui, l'auto, tu l'as déjà roulé dans toutes les conditions, on va dire, sec et pluie, ou tu as fait uniquement… Moi, à Spa, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur le gras mouillé. Pendant la course, ils m'ont réussi à me caser tout le temps durant le séchant. Donc, la voiture, je la connais en slick sur le gras mouillé. Très bonne auto, une très bonne balance. Malheureusement, je ne l'ai pas pu laisser sous la pluie, donc je la connais principalement sous le sec et le gras mouillé, quoi. D'accord. Donc, quand même plutôt en Lucas. Oui. Pardon. Lucas, on a quelqu'un pour toi qui veut te passer un petit bonjour. Salut Karim, ça va? Salut, ouais, ça va. Ça pourrait aller mieux. J'ai été diagnostiqué aujourd'hui avec le Covid, malheureusement. Donc, merde. Ouais, il y a un gros M. Donc voilà, donc je sais pas encore si je serai présent pour les 24 heures du Mans, mais voilà, donc. Mais ça va. Je suis pas solide. Ouais, en tout cas, voilà, enfin, j'ai pas de symptômes, forts, j'ai juste le Covid. Donc voilà, mais voilà, enfin, juste quickly te faire un petit coucou et puis te féliciter encore
pour ton parcours. Et puis surtout, te souhaiter beaucoup de chance pour Le Mans. Et voilà, en espérant que toi et moi, on aille le plus loin possible et qu'on ramène le Saint Graal. En tout cas, moi un peu plus que toi, mais en tout cas, tu es dans un beau team. C'est cool d'être avec un team comme celui de Porsche DMC. Donc, je suis fier de toi. Et voilà, donc je vais juste vous faire un petit coucou allemand. Oui. Hein, je vois qu'il est réparé, mais on voit pas son pied. Mais j'espère que ça va Non, mieux. c'est plus là où ça Ah, va. ouais. Voilà. Bon, Kalim, on profite 2 secondes. Comment sont les rebelles? Comment sont les rebelles là pour on le est bien Mans? préparé. On est bien préparé. On a une EOT qui est favorable. Maintenant, elle est pas non plus folle. Hein, donc, il va falloir qu'on fasse nos preuves, puis que surtout on ne soit pas perturbé par la pluie comme on l'a pu l'être à Spa, parce que on voit bien que le système hybride avec 4 roues motrices, c'est absolument pas compétitif contre nous. On est vraiment sur 2 technologies. Mais maintenant, si c'est sec et puis qu'on fait pas de conneries, je pense on a vraiment des chances de faire le. Enfin voilà, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche. Donc voilà, Ouais. essayons d'être un peu plus costaud encore une dernière quoi. Allez, l'ADR, on y croit alors. Ouais, exact. Ah oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. On y va avec le Kalim, couteau dans les dents. ouais. Kalim, on te remercie beaucoup. On te Merci souhaite à toi, une bonne Kalim. soirée, un bon rétablissement et on espère te voir rapidement sur pied et voir ton sourire qui va nous manquer quand même. Ouais, c'est gentil. Bah ouais, ça va. Si je suis pas au Mans, ça va me serrer le cœur. Mais voilà, si je suis pas au Mans et puis qu'on gagne, je serai content. Mais c'est vrai que c'est dur Ça sera pas la même saveur. c'est déjà dur de pas faire le Mans avec du public. J'ai encore posté ce matin avant de connaître les résultats et puis bah là, j'imaginais même pas qu'un jour on pouvait aussi me priver à moi d'être sur cette compétition et surtout pour la dernière. Donc voilà, j'espère vraiment que ça ira, on verra. On verra. Il y a encore quelques jours. Mais voilà, en tout cas, merci à vous tous pour vos encouragements. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bonne soirée, bon Allez, rétablissement. Merci, ciao Kalim. Lucas, bisous au papa. Ciao, merci. Ciao. Ça marche, ciao. Ciao, Kalim. Bon, bah dis donc, Lucas, ça va ce soir, hein Rébellion, un vainqueur des 24 heures du Mans. Ah ouais, non, c'était super, non, ça fait plaisir de voir Kalim, malheureusement, c'est dommage, là, cette nouvelle, là, je voulais aller le voir dans le box, mais bon, non, c'est une super personne. En fait, on parle de toi aux invités, mais je pense que Fabrice va te présenter. Alors effectivement, plus jeune participant à l'épreuve, c'est quand même un sacré privilège, Lucas. Faut pas se le cacher. On a eu des pilotes qui sont passés chez nous en interview, qui ont une expérience de dingue et qui rêvent que d'une seule chose, c'est de participer aux 24 heures du Mans. Donc déjà, félicitations à toi, félicitations aux personnes qui t'ont accompagné pour pouvoir être au départ. Et puis après, c'est vrai que pour pouvoir intégrer une très bonne équipe aux 24 heures, être sélectionné à ton âge pour ces premières 24 heures, c'est quand même un très gros privilège. Donc moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur ton parcours, avec un parcours où tu as commencé en kart dans le championnat suisse. Tu as continué après en Italie sur la WSK et notamment des compétitions d'Eurocup, ainsi qu'une sélection à Karting Academy pour représenter la Suisse. Et ensuite, tu enchaînes directement du kart au LMP3. C'était pas trop compliqué la première fois que tu as mis les fesses dans la LMP3 ou... En soi, c'était assez drôle parce que j'avais 16 ans, avec 15 ans tout pété, je faisais 1m80 déjà, donc j'étais vraiment grand. Et j'avais fait beaucoup de tests en Formule Renault. Au début, je voulais aller en Eurocup, mais avec ma taille, ça devenait de plus en plus compliqué de rentrer dans la voiture au fur des tests. Je rentrais de plus en pas dans la voiture. Et à un moment, justement, chez Duquesne, ils m'ont dit, viens, il faut que tu fasses un test en LMP3 à Alès. Un peu jeune, un peu pas la crainte, j'aimerais dire, un peu courageux. Je me dis, c'est pas grand-chose. Mais quand on est en face à la voiture, c'était en plus sous la pluie. On a une voiture de 1 tonne, de 500 chevaux, avec 450 chevaux. On dit, il faut y aller maintenant, on va découvrir la voiture. Disons que c'était pas le moment le plus à l'aise de ma carrière, quoi. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension, mais pour finir, quand on termine le test, on sort avec le grand sourire et c'est ça qui compte, quoi.
Donc là, tu enchaînes directement donc, en V2V avec 2 victoires. Donc ça, c'était déjà une bonne entrée en matière. Et après, avec Duquesne également, tu vas quand même te tester en ELMS pour voir vraiment quel était ton niveau. Parce que c'est vrai que je pense que ton objectif était quand même de viser plus haut et de te frotter. Ça faisait quoi finalement d'être avec des équipes plus expérimentées, avec des pilotes plus expérimentés, alors que toi, tu arrives, t'es le petit minot. Exact, j'étais vraiment le petit minot. Aussi, à préciser, c'est que je suis passé directement pilote silver. J'étais censé être classé bronze. Malheureusement, il y a eu un recours à ma position de catégorie de pilote par le team United, donc, qui m'a posé légèrement souci durant le début de ma carrière en prototype. Et donc, j'ai dû passer directement silver. Donc, se trouver directement silver au milieu de pilotes silver qui ont déjà quelques années dans leur livre, c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de peine à m'adapter au début, mais grâce au V2V, les tests et maniaque, j'aimerais dire, de s'améliorer, c'est sûr que je me suis vite mis à niveau. Et la deuxième année avec Yvan Muller, voilà, quoi, les performances se sont enchaînées aux qualifications et je me suis prouvé, quoi. Donc 2018. Quand tu dis, Lucas, que ta première année a été un peu dure, c'était quoi? Tu as eu peur de quoi? Pas peur, mais de mal faire ou d'être stressé pour se dire si je fais une erreur, c'est pour moi et on va dire c'est la faute du débutant? Non, pas forcément, mais j'aime bien faire les choses. Quand on fait quelque chose, disons que quand je sors d'une voiture et j'ai pas fait un bon temps ou quelque chose comme ça, on va me dire, ah, mais tu conduis des belles voitures, tout ça. Oui, ok, c'est super, je suis très content, mais quand on est un compétiteur, on cherche tout le temps la meilleure performance. Donc, quand tu fais une petite erreur par-ci, par-là au début, tu sais très bien. Et moi, ça me frustrait de voir d'autres pilotes devant moi et tu sais que le team, il attend un peu sur toi, car j'étais un peu le nouveau, j'avais 16 ans, il voulait construire quelque chose sur un jeune pilote. Donc, c'est sûr que j'avais quand même un peu de pression et j'étais bon, mais quand même pas, j'étais pas magicien, donc il fallait quand même un peu de temps pour que j'atteigne le haut niveau. Donc c'était toi qui te mettais la pression? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Excuse-moi Fabrice, je t'ai coupé. Et du coup, alors ton expérience au sein d'Yvan Muller Racing, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que Yvan est quand même un personnage d'expérience qui a participé à l'ELMS depuis de nombreuses années, avec plusieurs voitures, plusieurs pilotes. Yann Erlaché également en référence. Du coup, comment il t'a fait progresser? Est-ce qu'il a pu te libérer? Comment lui a ressenti les choses et comment toi tu en as bénéficié? Parce que je pense que ce qui est pas mal avec Yvan Muller, c'est qu'il est très direct. Si on connaît le personnage, dès qu'il y a un truc à dire, il le dit direct. Donc au niveau de l'amélioration, ça s'améliore très très vite, car on se rend compte vite de ce qu'on fait de faux dans la voiture. Et après, c'était une année très constructive avec lui, car j'ai appris à lire la voiture correctement et à transmettre l'information correctement à l'ingénieur, ce qui est très très important. Il me dit, par exemple, je me souviens au tout début, signe un virage en MP3 qui se prend pas à fond. J'arrive sur de la voiture, c'est un petit exemple, il me dit, t'as essayé de le prendre à fond? Je fais, mais non, c'est impossible. C'est un peu la méthode de pensée. Il me fait, mais qu'est-ce qui te dit que c'est impossible? Je fais, ben, je le sais, en vidéo, il n'y a personne qui l'a pris à fond, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Il me dit, mais qu'est-ce que tu en sais? T'as essayé, toi? J'avais pas essayé, donc je pouvais pas savoir, en fait. Donc après, tu remontes dans la voiture, tu essaies de le prendre à fond et tu vois ce qui se passe. Et en faisant ça, ça te permet de voir comment la voiture réagit. Donc, ça te donne une direction, j'aimerais dire, pour l'améliorer dans ce virage. C'est des choses comme ça, un peu la méthode de pensée. Il m'a appris une sorte de méthode de pensée qui est très pratique pour régler les voitures, quoi. Un bon feedback. Exact, ça j'en suis très reconnaissant à lui, car il m'a beaucoup appris dans ce domaine-là. Et par exemple, aussi un autre point, j'avais de la peine à être directement efficace sur un circuit. Je prenais peut-être un essai de plus avant de faire des bons chronos. Ça, il me disait toujours, Lucas, tu dois pas prendre un peu de temps pour être dans le bain. Te connaissant, tu dois y aller tout de suite. Tu as un petit blocage. Et maintenant, quand je jouais dans une voiture, c'est directement après les premiers essais, le temps il tombe direct. Ça aussi, c'est grâce à lui. Donc ton adaptation, on va dire, aux conditions
aux météos, également à ton ressenti, finalement, font que tu arrives à converger plus vite, on va dire, vers la performance optimale, quoi. Exact. Lucas, excuse-moi, Alban, j'ai une question qui est un petit peu en rapport avec ce qu'il explique actuellement, Lucas. Est-ce que tu as fait du simulateur pour préparer Le Mans? Ou quelque chose de virtuel, on va dire, entre guillemets, pour t'adapter à cette course incroyable qui t'attend? Avec tous, au début, je m'entraînais beaucoup chez AOTech. J'avais fait un développement d'une LMP3 chez AOTech, donc on avait quasiment la Norma en LMP3 éditée, physiquement construite chez AOTech. Donc ça, on se rapprochait assez bien de la réalité sur des circuits que je connaissais pas trop, comme Silverstone, Spa ou même Le Mans quand j'ai fait Road to Le Mans. J'allais là-bas et je savais à ce que j'allais m'attendre en vrai. Là, durant toute cette... Après, j'ai arrêté car j'ai acquis beaucoup d'expérience, donc j'avais plus trop d'intérêt d'aller sur le simulateur. Et suite à ça, durant cet un peu, j'ai envie de dire, confinement où tout le monde s'est retourné sur les simulateurs, moi, j'en avais plus. J'ai vu tout le monde, ça m'a vraiment donné envie d'en reconstruire un. Donc là, en ce moment même, je suis en train d'en construire un et j'ai repris mon ancien pour m'entraîner pour Le Mans. D'accord, très bien. Merci. Messieurs, allez-y. Oui. Du coup, tu nous as tendu une perche, Lucas. Donc, tu es peut-être pas néophyte à 100% pour Le Mans. Tu as fait un road to Le Mans, alors. Exact. J'ai fait une petite course de découverte. C'était une très, très belle expérience. Ça m'a donné un peu, j'ai envie de dire, un avant-goût à cette course. Découvrir ce circuit mythique, honnêtement, le tracé, il n'y en a pas deux comme ça au niveau de sensation. Et il y avait le public, là, même en LMP3, tu le vois quand tu roules, tu vois sur les bords, tu vois aux tribunes. C'était juste vraiment avant le départ. Donc, il y avait énormément de public. Ça fait toujours plaisir à un pilote quand tu roules au Mans, quoi. Et quelle partie du circuit t'a plus fait vibrer? Les S-Porsche, il faut dire. À Indianapolis et les S-Porsche, je pense que c'est les plus belles parties de ce circuit. Et dans ta tête, est-ce que tu vas te faire le comparatif LMP3 et la Porsche que tu vas prendre dans 2 jours? Ce qu'il faut savoir, c'est que la LMP3 et la GTE, elle est assez similaire au niveau du comportement, j'aimerais dire. Si on regarde un peu, certes, c'est une GT, l'autre un prototype, mais le positionnement du moteur, c'est le même, central arrière. L'aéro, on est à peu près on a légèrement moins d'aéro sur la GT. Et honnêtement, ça se comporte similairement. Donc, à voir. Honnêtement, ça va être une bonne découverte. Voir quelles sont les similitudes et les différences de ces deux autos. Par contre, le bruit de la Porsche, ça, c'est nettement supérieur à celle de la LMP3. Hein. Ah, t'as pu le tester à Spa? Ah ouais, non, elle rugit cette Porsche. C'est incroyable, honnêtement. C'est un truc de bon, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à Spa? Lucas, le podium te tendait les mains et d'un coup, on retrouve 5e. Ah ouais, on n'est pas passé bien loin du podium. Donc, à 2 heures de la fin, on était 6e. Je monte dans la voiture, je dépasse le 5 et je me rapproche, je ne sais plus combien de secondes j'avais de retard sur le 4e. Je me rapproche grandement du 4e. Et à 10 mètres, je pense, derrière lui, je me dis, je vais le choper. Et puis, on part chercher la 3e, peut-être dans la dernière heure avec mon coéquipier, où on se rapproche le maximum. Mais à 10 mètres derrière, d'un coup, j'ai eu une perte de rythme énorme. On m'a tourné de 2,18 à 2,19 à 2,21, 2,22. On ne sait pas trop ce qui s'est produit. On pense qu'il y a peut-être eu un défaut de fabrication avec les pneus. Quelque chose du genre qui s'est passé, mais honnêtement, c'est un peu un mystère, car mon coéquipier aussi, qui est monté après dans la voiture, il a eu de la peine. On a retourné la voiture de A à Z, on n'a rien trouvé, donc honnêtement, c'est un mystère qui va rester à résoudre. Ouais. Et par rapport au trafic, parce qu'effectivement, tu comparais la Porsche à la MP3, mais là, il va y avoir, on va dire, les GT vont presque être les petits poussets avec les LMP2 et les LMP1. Comment tu peux te préparer à ça? Parce que effectivement, dans la ligne droite, la différence de vitesse est quand même assez importante. C'est sûr qu'il y a une grande différence, mais la LMP3 en ELMS, quand l'ingénieur te dit il y a 10 P2 qui arrivent derrière toi car tu es dans ton premier relais, tu es au début de course, honnêtement, c'est chaud. Dans la Norma, il faut savoir que la visibilité dans la Norma est terrible. On voit rien derrière. Donc, on jugeote un peu quand les P2 arrivent.
On essaie de les voir quand on passe des montées, des virages, on essaie de les voir un peu dans les rétros, dans le peu de visibilité qu'on a. Je pense cette préparation de P3 en ELMS avec les P2, c'est assez similaire en GT avec les LMP2, les LMP1. Certes, le delta de différence de vitesse est plus grand, mais ça reste similaire. Et du coup, sur la Porsche, sur GT, vous avez des aides, hein, on va dire. On va appeler ça des aides à la conduite, hein, mais une caméra arrière ou un principe de lumière avec des radars, comment ça se passe? Ça, c'est génial, honnêtement. J'aimerais pas dire, mais à Spa, j'utilisais quasiment plus mes rétros. Les rétros, je les utilisais que en bagarre ou sous safety car ou quand je voyais qu'il y avait un groupe de P2. Le système de drapeau lumineux qui te flash, drapeau bleu quand tu as une P2 qui arrive ou une GTE Pro, ça te flash, ça t'éblouit, donc tu sais tout de suite qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière toi. Et en plus, la caméra interne de la Porsche est juste formidable. C'est incroyable, une petite flèche qui suit la voiture qui est derrière toi, donc tu sais tout de suite de quel côté elle te dépasse et combien il y en a. Donc honnêtement, la technologie créée pour l'aide à la visibilité arrière du pilote est juste incroyable sur cette Porsche. C'est un truc de fou. D'accord. Mais en complément, on est d'accord que tu gardes sur tout le tour du circuit de Mans, tu es en contact permanent, on va dire, avec le muret des stands, où eux peuvent te dire, bah voilà, il y a une voiture, où ils peuvent te prévenir également. Certes, quand il y a par exemple les LMP1, surtout la Rébellion qui va très très vite en vitesse de pointe, je pense, je demandais peut-être à mon ingénieur de m'avertir quand il y a ce type de voiture qui me dépasse. Après, ils ont aussi d'autres choses à se soucier, j'aimerais dire, au niveau stratégie. Donc, oui. Je pense qu'ils vont nous laisser gérer le trafic à nous-mêmes. Peut-être pour l'amateur, qui vont peut-être lui donner un peu plus d'aide, mais nous, on doit savoir se débrouiller dans la voiture. Et aujourd'hui, tu parles de stratégie. Est-ce que vous avez déjà commencé un peu à aborder des choses? Est-ce que l'idée de faire plusieurs relais d'affilée, est-ce que c'est quelque chose de jouable? Comment tu verrais toi la chose? On va partir idéalement sur des doubles relais. Donc on va faire 2 heures avec un train de pneus et on change de pilote. J'aimerais dire après au niveau de stratégie, ça il n'y a rien de fixé. Il faut voir encore la météo car nous annonce peut-être un peu de pluie durant la nuit de samedi à dimanche. On verra. Moi je m'adapte. Moi je suis vraiment là pour rouler, faire ma performance au mieux et ramener la voiture à la maison. Je pense que c'est mon but. D'accord. Lucas, le setup que vous avez utilisé à Spa, est-ce qu'il est similaire à celui que vous allez utiliser au Mans? Parce qu'on sait que Spa est assez déchargé aussi en aéro. Est-ce que vous avez pu utiliser ce setup? Je vais te répondre honnêtement, je ne sais même pas quel setup on va utiliser encore au Mans, donc je ne peux pas te donner. Parce que quand on fait les P1, les P1 avaient pris le setup aéro Mans à Spa parce que justement, au point de vue vitesse et aéro, Spa se rapprochait le plus du Mans. C'est sûr que je pense qu'il y a une recherche, mais là, je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas encore parlé de ça avec l'équipe. Je ne peux pas te donner mes réponses. Là. D'accord. Alors, on va jouer un petit peu au jeu des questions-réponses. Jeff, il est parti? Non? Je suis là, j'avais coupé mon micro. Oui, excuse-moi. Comment on va pas prendre le temps de Lucas. On te laisse gérer toutes les questions du chat et pose-les à Lucas. D'accord, ça marche, pas de souci. Alors j'en ai plusieurs, Lucas, qui sont un petit peu toutes plus ou moins différentes. Alors je vais prendre celle de Magali en premier, honneur aux dames, hein, bien sûr, on est galant sur Max Wake. Est-ce que tu as un rêve tout simplement, une équipe en particulier que tu souhaiterais intégrer? Alors je dirais une équipe ou peut-être aller courir pour une marque, peut-être un petit coup de cœur pour une marque. Alors évidemment, Rébellion arrête cette année, mais tu as peut-être un rêve, je sais pas. Non, après, vraiment, là, la Porsche que je conduis, honnêtement, c'est un peu vivre mon rêve, quoi, faire le Mans. Moi, mon rêve, ce que je disais déjà à Spa quand je dormais, j'étais un peu frustré du résultat, car je rêvais avant la course, pendant les essais, la nuit avant la course. Je me dis, un podium, ça serait génial, je pensais pas on allait être si près que ça, et ça allait être juste génial. Et quand on est en course, et d'un coup, on est deuxième dans la course à Spa, ça va arriver, et quand ce problème nous est arrivé à 2 heures de la fin, honnêtement,
ça m'a un peu énervé, mais bon, on termine 5e, donc c'est cool. Là, pour le Mans, c'est pareil. Il y a tellement de facteurs qui sont à prendre en considération. Le plus beau rêve pour moi, c'est de faire podium au Mans, hein. Ça, c'est juste c'est incroyable pour moi. Ouais. Il y a déjà des objectifs qui sont plus ou moins fixés par Proton Compétition ou pas du tout? Vous avez déjà idée de ça ou comme tu dis tout à l'heure, voilà, je fais mon taf, je fais mon boulot, je monte dans la voiture, je vais le plus vite possible. Enfin, attention quand même, hein, écoute bien les conseils d'Eric. Mais est-ce qu'il y a déjà des objectifs fixés par le team, plus ou moins? À part finir, c'est la chose la plus importante, ça on le sait. Non, je pense. Là, je peux pas te dire, vu que vraiment aujourd'hui on a fait que le siège. Mais c'est sûr que dans les jours qui viennent, il y aura peut-être quelques objectifs qui vont nous être donnés par le team et je pense par Porsche au niveau peut-être des vibreurs, la dégradation, tout ça, des choses à faire attention. Mais sinon, comme je dis, la règle d'or, c'est vraiment terminer la course, quoi. Pas faire d'erreur, terminer la course, c'est une règle à suivre et si on l'applique, même s'il nous manque un peu de performance, on arrive toujours devant, quoi. Il n'y a pas de secret. D'accord. Il y a une question de Chris qui est un petit peu particulière, qui est surtout d'actualité. Je la pose telle quelle, hein. Est-ce que lors des changements de pilote, il y aura un protocole qui a été mis en place spécifique par rapport à ce vilain virus qui traîne depuis quelque temps et qui fait que cette année, les 24 heures sont en septembre et pas en juin? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont mises en place dans ton team ou voilà, en tout cas, dans le team, tout le monde porte le masque. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Nous, dès qu'on enlève le casque, certes, on a peut-être 30 secondes pour respirer un peu, 1 minute, on a un petit temps de repos, mais après, c'est tout de suite le masque. Pour les changements de pilote, il faut savoir qu'on a quand même le casque. On a l'avant du casque qui nous protège la bouche. Donc, oui, ok, c'est pas contre c'est pas direct. Oui. Pas direct, mais c'est déjà, je pense, c'est déjà une bonne protection. Et si l'un d'entre nous, là, en tant que pilote, je pense honnêtement, les 2 autres pilotes de l'équipage, malheureusement, l'attrapent aussi. À voir, mais honnêtement, voilà. D'accord, très bien. Et puis la dernière question, tu as répondu tout à l'heure, c'était un petit peu au sujet des échanges radio entre toi, ton ingénieur, ton team en général. Voilà. Et justement, je rebondis sur cette question, c'est une question perso et ça sera la dernière, Alban et Fabrice. Est-ce que tu aimes bien quand tu pilotes, est-ce que tu aimes bien être relativement tranquille ou comme d'autres, ça te dérange pas du tout qu'on te parle tout le temps? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime bien être... alors je dis pas que tu vas mettre la radio, mais, mais non, je plaisante bien sûr. Mais est-ce que tu aimes bien être tranquille ou pas? Moi, tranquille, honnêtement, j'aime être le moins dérangé que possible. Il faut savoir que j'aimerais dire, je pense que les pilotes, ils utilisent, en tout cas moi, on utilise les tours par minute de notre moteur pour j'aimerais dire, avoir une idée de notre vitesse. Ouais. Exact. On a la différence de tonalité au niveau des tours, ça nous donne une indication de notre vitesse. Donc, par exemple, quand l'ingénieur ne met pas l'envirage, ça, je déteste. Donc, il faut vraiment qu'il me parle le maximum en ligne droite. Et sinon, non, en course, le moins de communication que possible. Et en qualification, j'aime bien savoir la différence des secteurs. Après, secteur 1, ok, il te manque de dixième, t'es le plus rapide, pousse secteur 2, etc. Des informations utiles. Sinon, non, j'aime pas être dérangé. D'accord. Et une dernière question, vraiment la dernière. Tu t'es préparé comment physiquement pour cette épreuve? Donc, chez moi à Blonay, je me suis beaucoup entraîné avec mon coach Aurélien. Et il a une très bonne méthode de travail. On fait beaucoup d'exercices avec un rajout d'instabilité, ce qui représente un peu, j'aimerais dire, ce que le pilote ressent dans la voiture quand il bouge, quand il prend des vibreurs. Donc beaucoup d'exercices d'instabilité, ça fait travailler les muscles en profondeur, les muscles qui j'aimerais dire supporteurs. Et donc non, on a fait un grand travail là-dessus. À Spa, j'avais un mal un peu au bas du dos. Donc on s'est aussi focalisé sur ce bas du dos pour le renforcer pour le Mans, qui est vraiment pas de souci, qu'on fasse un Le Mans avec beaucoup de plaisir et dans les meilleures conditions. Voilà. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup, Lucas, en tout cas, d'avoir répondu aux questions de ceux qui nous suivent, Chris, Magali, Niamor. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question, Lucas. Toi, en profite et après, on te libère. Est-ce que tu as déjà roulé de nuit?
J'ai déjà fait quelques tests de nuit. Il faut savoir, avec le V2V série, ça m'a permis de faire de découvrir beaucoup de choses. Justement, le pilotage de nuit. J'ai roulé à Manicourt de nuit, à Estoril de nuit, sous la pluie en plus. J'ai roulé à Estoril de nuit sous la pluie, donc ça, je connais ces conditions. C'est vrai, comme il disait Eric, sous la pluie, honnêtement, de nuit, c'est chaud. On voit pas 10 mètres devant nous. Les phares, ça éclaire que dalle. Donc vraiment, c'est nous et la voiture et le circuit à la rude épreuve des éléments. Non, j'ai déjà roulé de nuit. J'aime bien ça. On est suivant quoi, je trouve ça assez relaxant. Et puis on rentre dans une zone de transe. J'aimerais dire en tant que pilote, on est un peu en transe, je pense. Et vu que tu portes des lunettes, est-ce que c'est par rapport à ton problème de vue ou c'est aussi pour te reposer les yeux quand tu roules? Non, il faut savoir que les lunettes, en fait, malheureusement, ma vue s'est dégradée quand j'étais quelques années en arrière. J'avais une vue à 135%, et je suis passé à du 115 ou 100. Donc je vois très bien sans lunettes. C'est juste que ça me fait un peu mal à la tête le matin ou le soir quand je suis fatigué. Mon cerveau n'arrive pas à bien recaler la petite différence d'image, donc ça me fait un peu un mal de tête. Les lunettes, c'est pour le pur confort. Je conduis sans lunettes. D'accord. Alors Lucas, jour ou nuit pour toi? À redire. Je pars pour la nuit. Tu pars pour la nuit? D'accord. Allez. Bon. Fabrice, est-ce que tu as une dernière question à poser à notre invité? Non, mais je pense qu'on va le laisser. Il est maintenant. Oui. Se focalise. 21h45. 5 semaines de préparation. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de public, nettement moins de médias, je pense qu'il faudra clairement pas se disperser et vraiment se concentrer le plus possible. Et puis, comme il le soulignait, de nouveaux membres dans l'équipe, de nouveaux équipiers également, des nouvelles apports qui vont arriver durant la semaine. Et je pense que maintenant, il faut rester concentré et arriver à capitaliser le plus possible, arriver à être reposé pour démarrer la course samedi à 14h30, donc pas à 16h comme les autres années, donc ce sera à 14h30. Et puis, écoute, moi, je te souhaite vraiment que du bon pour ces premières 24 heures, en espérant que ça t'ouvre des opportunités pour l'année prochaine et que peut-être les constructeurs fassent appel à toi, aillent te tester et que tu arrives à te mettre en avant. C'est sûr, merci. En tout cas, tu as des projets? Allez. C'était une belle surprise. Ça te fait plaisir? Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça, de le voir, malheureusement, c'est un peu dommage qu'il ne puisse pas venir, mais ça m'a fait plaisir de le voir. C'est génial. Quoi. C'est une personne super. Donc, de le voir comme ça m'a fait plaisir. Je l'ai préchauffé à 17h. J'ai envoyé une photo de vous deux. Je lui ai dit, ça te dirait de faire un petit coucou à Lucas? Il m'a dit oui, avec grand plaisir. Donc, du coup, on t'a fait la surprise. Ça fait une super surprise, honnêtement. Je ne m'y attendais pas vraiment. Tu vois comme quoi, tu vois, hein. Ouais. Et Lucas, allez, à la dernière, on abuse après. Est-ce que tu as des projets pour l'année prochaine? Est-ce que tu as déjà défini un programme avec mon manager de où est-ce qu'on veut s'orienter et quelques petits projets. Pour l'instant, vraiment, je peux pas en dire plus car il n'y a rien qui est fait, c'est juste des discussions. On a quelques idées de direction qu'on veut s'orienter, peut-être de partenariat à faire. Donc, on verra honnêtement. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur Le Mans. Il était là aujourd'hui, il m'a dit le full focus sur Le Mans. Le but, c'est d'avoir du plaisir et de faire un bon résultat. Finir la course, déjà, je pense finir la course, c'est un bon objectif. Mais c'est sûr qu'on a quelques projets. Ça reste dans le GT. J'aimerais dire au niveau de ça, c'est sûr que ça reste dans le GT. Je pense que le GT, c'est une bonne filière. Après, c'est sûr qu'on a d'autres opportunités. En tant que pilote, on ne dit pas non. Car j'adore découvrir mais sinon pour l'instant c'est se focaliser sur cette filière de GT et s'améliorer constamment, j'aimerais dire. Alors GT dans l'endurance ou GT en sprint? Telle est la question. Les deux, tu peux me dire si tu veux. Il y a une compétition, on peut faire les deux, hein, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est pas Lucas. On peut faire les deux. Donc non, on verra. Honnêtement, il n'y a vraiment rien qui est fixé.
on avance. Je pense que le sport automobile est quand même dans une phase assez difficile. Ce Covid, cette année, on ne voit pas réellement l'impact de ce virus. On commence à le voir, mais je pense pour l'année prochaine, on risque de voir le réel impact de ce que ce virus a eu sur le marché. On s'adaptera. C'est ce que je voudrais Tout dire. à fait. Alors, en 2021, on refait la même émission au Mans ou pas? Je pose les doigts. C'est méchant, hein. Je suis pas gentil. Moi, j'espère. Lucas, nous aussi, on te le souhaite de tout cœur. On va te libérer. On a la tradition dans l'émission, c'est de laisser le mot de la fin à l'invité. Comme tu es notre invité, on te laisse finir l'émission. Tu conclus ton passage sur l'émission. Donc, tu peux faire un petit coucou à tes potes, à tes parents, et tu fais ce que tu veux. Là, tu as 2 minutes. Je pense que je vais faire assez cliché. En tout cas, moi, j'aimerais bien remercier. Il faut savoir qu'un pilote, en tout cas, moi, je ne suis pas arrivé ici tout seul. Il y a beaucoup de gens derrière qui me soutiennent. Mon père, ma famille, mon manager, vraiment Kalim. Il y a beaucoup, beaucoup de gens derrière. Je pense que la liste est longue de gens qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière pour arriver là. Donc, si je pourrais leur remercier ici, ça serait, voilà, je les remercie grandement de mon cœur. C'est des gens, sans eux, je ne serais pas là. Donc, un grand, grand merci à vous. Et merci à vous aussi de m'accueillir pour ce soir. C'était vraiment sympa. Avec une bonne surprise avec Kalim, c'était génial, honnêtement. Donc, voilà. Moi, j'espère en tout cas faire un bon résultat au Mans. Comme ça, un petit podium, ça fait toujours plaisir. Et merci à vous. Hein. Et n'oublie pas que tu es dans le team où Julien Andlauer, qu'on a eu, a été le plus jeune vainqueur du Mans, chez DMC Breton. Ouais, oui. Garde-le au coin de ta tête. Attention, le chéri dans son pistolet. Julien, il l'a gagné à 18, je crois. À 18 ? Oui, c'est ça, 18 ans. Si. Merde. Bon, au pire, hein, une année de plus, c'est pas très grave. Donc, non, là, c'est toi le Benjamin de l'édition. Donc, voilà, il faut. C'est toi qui va te... On va le faire. C'est toi, attention. Voilà, tu vas avoir tes coéquipiers aussi. Voilà, mais toi, je pense que tu dois être focus à 100%. Là. C'est sûr. Non, moi, c'est une course où vraiment, c'est full concentration. Faut pas faire d'erreur. Voilà, si tu montes dans la voiture et tu dis je vais pas gagner, ça sert à rien. Non, voilà, exact. Totalement. Il faut un esprit combatif, j'aimerais dire. Et puis, écoute, Lucas, si tu as 5 minutes à tuer pendant les 24 heures, tu me fais un SMS, on se fait un petit live vite fait, et puis voilà. Moi, je pense, on verra. Je pense vraiment, je serai vraiment concentré. Donc voilà. Qu'on le fait la première fois, mais je peux volontiers faire un petit message de 30 secondes et puis vous l'envoyer, c'est sûr. On serait très ravis de t'avoir peut-être même parfois quelques jours après, une semaine après, pour que tu nous racontes tout ça. Ça pourrait être sympa. Ça, c'est pas un souci. Quand tu seras, ça pourrait être sympa, ça, ouais. Un petit live spécial Alban, n'est-ce pas? Je me suis permis. Hein. Si tu nous fais un petit coucou pendant le Mans, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Il fera un coucou par la fenêtre. Bon, Lucas, tu sais que moi j'habite en face de chez toi. J'habite en face de chez toi. Et comme tu dis, tout de bon, hein. Merci. Nom de Dieu. À bientôt, Lucas. Merci bien. Au revoir, Lucas. Bonne chance. Super. Suivez bien les nouvelles, et puis, vous allez voir. Voilà, on dit pas bonne chance, on dit merde. Exact. C'est mal poli, mais on dit merde. Merde, Lucas. Exact. Merci bien. Allez, super. Merci Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir, Lucas. Bon, Alban, encore un super invité ce soir. Que de jeunesse. Et on a pris un coup de vieux là. Oui. Fabrice, on n'a pas fini encore le débrief spécialement. Non, mais tu parles. Attention, on a quitté un rookie. Et ben maintenant, à toi de présenter les rookies. Eh ben, écoute, on va avoir des débutants dans toutes les catégories. Ça, c'est déjà très sympa parce que le premier qui va arriver en LMP1, ex-champion DTM, Bruno Spengler, qui est pilote BMW en IMSA également, qui a gagné la dernière manche de l'IMSA, qui fera équipe sur la Bike OS. Des arrivants en LMP2. Alors, on pense bien entendu à un jeune Français qui va intégrer Regraph Racing, en l'occurrence Charles Milesi, donc qui devait démarrer sa saison au Japon. C'est un petit peu compliqué en raison du Covid de pouvoir
de pouvoir observer la quarantaine et rejoindre le Japon, participer aux courses, etc. Donc, Charles qui va rebondir dans l'équipe du Graf, qui sera, je pense, une équipe à suivre. Et puis, au final, nos rookies, donc il y en a 2 en LMP1, 14 en LMP2 et 23 en GTE AM. Et je pense clairement que les rookies vont avoir de l'importance dans cette course. On l'a vu par exemple à la course du Castellet, où malheureusement un de nos anciens invités, Loïc Duval, finit en tonneau au double droit du Bossé, sur un fait de course. Oui, mais avec l'importance des rookies. Tu m'en parlais encore avant l'émission. L'Alpine avec Thomas Laurent à Spa, qui est également sur une incompréhension fini dans le bac à gravier. Je pense clairement qu'on va suivre les recommandations d'Éric Hellary, qui sont, je pense, très appropriées, dans le sens où il va falloir faire très attention. Il vaut mieux perdre 1 seconde, 2 secondes, plutôt que de perdre 10 minutes, voire finir la course sur un fait de course, qui peut parfois être involontaire. Hein. Le tonneau de Loïc Duval, il est totalement involontaire. Alors qu'à ce moment-là, Loïc était le pilote le plus rapide en piste, c'est lui qui remontait. Il avait tout, il était en totale confiance. Et malgré tout, une petite erreur dans le trafic. Je pense que ça va être une des clés de cette 88e édition. Donc 39 rookies. Comme tu l'as dit, 2 Olympiens. Le deuxième rookie olympien n'est pas un inconnu. C'est monsieur Louis Deletraz, qui actuellement pilote en F2 et en même temps est venu prêter main forte chez Rebellion. Et oui, et il sort de 2 podiums là, avec des très belles remontées. Pareil aussi, la F2 une catégorie très compliquée, où on se demande énormément dans la gestion du pneu. Et comme le soulignait Eric, le pneu c'est important, c'est bien d'en prendre soin, de pouvoir emmener la perfo. Donc je pense que ça va être une très très belle édition. Et puis encore une chose que l'on n'avait pas rajoutée dans notre fiche de préparation de ce live, c'est l'invité de dernière minute. Clairement pour moi ce sera le Covid, parce qu'on a Gabriel Aubry qui l'a subi sur la Manche de Spa. On a Kalim qui est venu et qui nous a fait un super honneur, mais qui nous dit, les gars, on a peut-être des chances d'être sur le podium ou de gagner, je ne pourrais pas y être. C'est clairement un invité de dernière minute. Donc j'espère que certaines équipes l'ont anticipé. On ne peut pas tout dévoiler ici pendant ce live, mais on a eu certaines confidences. Clairement, certaines équipes ont préparé des pilotes au cas où un des 3 ou certains des 3 auraient des soucis de santé, involontairement, mais je pense que clairement ça peut être un invité de dernière minute, de même que dans les équipes. Je ne pourrais pas imaginer, moi, une équipe de pointe qui ne prendrait pas un ingénieur en secours ou de membres du personnel prêts à être là au cas où. Donc clairement, je pense que ça va faire partie des inconnus, comme la météo, comme un certain nombre d'autres paramètres. Mais je pense qu'il va falloir en tenir compte et ça peut peut-être chambouler certains équipages qui seront perturbés, qui seront nettement impactés. Tout à fait. Alors moi, j'ai vu aussi, j'ai une petite confession d'un pilote Porsche. Le Porsche GT Team en G2 Pro, leurs pilotes sont depuis 10 jours confinés chez eux. Bien évidemment, pour limiter les risques. Je veux dire, on parle de la course de l'année, c'est la course la plus importante, elle compte double. Tu te souviens dans le championnat, c'est l'avant-dernière manche, tu représentes un constructeur, tu représentes un employeur. Oui, ça, on va te demander d'être pro, et être pro, c'est également limiter ses risques. Et aujourd'hui, on n'est vraiment pas à l'abri. C'est quelque chose, je pense que on maîtrise pas. Quand Pierre Gasly parle de son papa, qu'il l'a eu, ils lui ont pas annoncé avant le week-end de Monza. Oui, on le voit bien, et je pense qu'on va être confronté vraiment à cette crise sanitaire encore sur une très très longue durée. Ça peut perturber, et les effets aujourd'hui ne sont pas encore mesurés parce que c'est pas encore terminé, tout simplement. Et là, en l'occurrence, l'épreuve n'a pas commencé, que déjà, potentiellement, il peut y avoir des risques soulevés, identifiés, mais des risques bien réels. Donc,
clairement, je pense qu'il va y avoir certainement des rebondissements par rapport aux data et aux données qu'on a partagées avec vous ce soir. Ok. On se fait un petit jeu. Allez, tous les 5. Et on va voir si ça va réagir aussi dans le chat. Allez, le chat peut jouer avec nous. Allez, qui sera vainqueur? Tu te lances, Fabrice? Allez, honneur aux dames. Virginie, qui va gagner les 24 heures du Mans cette année? Honneur aux dames. Un équipage féminin? Allez, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Un équipage féminin. Donc, le Richard Mille Racing. C'est ça? Oui, c'est celui-là, oui. D'accord. Willy? Oh, moi je verrais bien. Alors après, ça dépend des catégories que tu veux exploiter, mais. Non, le vainqueur du Mans. Le vainqueur du Mans. Le vainqueur du Mans. Bon, on va rester logique. Je vais faire du Toyota. Je suis désolé pour Rébellion, mais voilà, c'est une des deux Toyota. Je les vois devant. Ok, Jeff. Voilà. Bon, il est parti. C'est le décalage à Toulon, c'est pour ça. Il y a le fuseau horaire. Je disais Rébellion pour ce qui est du côté cœur, mais si on parle vraiment course automobile, je pense que c'est Toyota qui va le remporter une nouvelle fois. Fab? Pour moi aussi, Toyota. Hein. J'étais encore allé voir cette semaine Toyota en Suisse. Ils sont très fervents, ils sont fans. Et je miserais notamment sur un pilote suisse, hein, c'est Seb Buemi. Hein. Parce que voilà, ce sont des équipages Top Gun. Et clairement, ils ont un potentiel de malade. Hein, et la course va partir fort. Après, il va falloir économiser les machines. Hein, et on l'a vu sur la première manche de l'ULMS au Castellet. La voiture de Panis Racing avec Julien Canal qui abandonne. Voilà, après peut-être des passages répétés sur les vibreurs. Et la deuxième course, ils ont mûri, ils ont appliqué un petit peu, ils ont pris un peu plus de précautions. Ils étaient en tête jusqu'à avoir des petits rebondissements, mais clairement, en général, je dirais les Toyota et sur le LMP2, ben moi je verrais quand même bien une belle hyperpole maîtrisée par Loïc parce que voilà, dans ces conditions-là. Avec la pression, avec tout, en mettant toutes les choses dans l'ordre. Voilà, je miserais bien Loïc Duval en pôle LMP2. Alors pour ce qui est moi je vais dire Rébellion. Voilà. Rébellion, pourquoi? Déjà parce que ils ont un esprit qui va nous manquer. Et pour féliciter cet esprit qu'ils ont amené pendant plus de 10 ans dans l'endurance, et ils ont 2 line-up assez forts avec des anciens vainqueurs du Mans. Et c'est mon coup de cœur parce que ce serait bien qu'un non-constructeur puisse gagner ces 24 heures. Allez, vas-y Jeff, dis-moi tout. Et après, je vous reposerai une dernière question. Ouais, et on va conclure. Alors, tu as interrogé le chat aussi à Alban. Donc, Magali, elle voit Rébellion. Chris, Rébellion. Eric Prigent, qu'on salue évidemment. Rébellion en LMP1. Allez, Alpine en P2, Porsche en GT Pro et en AM. Alors Fabrice, il est drôle, Uveline, il nous dit toutes les équipes pourraient être venues au Mans. C'est vrai, c'est pas faux. Toyota pour Fabrice, et puis voilà, tous ceux qui ont répondu. Donc pas mal de rébellions. Bon, là, on a fait les LMP, on va pas faire les P2 parce que ça va être trop. On va se focus sur les GT. Oui. Aston, Ferrari, Porsche. Vous voyez qui? Porsche. Fabrice. Porsche. Ah, une petite Porsche quand même. Porsche. De par mes origines italiennes, je vais mettre Ferrari parce que Ferrari, sur une course de 24 heures, gère mieux. Voilà. Ok, ben on fait le pari alors, Alban. Voilà. Bon, allez, on est chaud patate, il est 22h, il est tôt. Allez les gars, pardon, excuse-moi Virginie, allez, l'équipe, allez, un vainqueur en LMP2. Un seul. Vous mettez qui? Aussi le chat, hein, s'ils veulent, GTE Pro. Alors j'ai de l'Aston, AF Corse, merci Chris. Patrice, Aston. Eric, je te connais, toi c'est Porsche. Magali, Aston. Alors, les gars, l'équipe, parce qu'il y a Virginie, un nom en LMP2, un nom. Et après, on conclut. Virginie. Je connais Virginie. Ouais. Elle va nous dire le Mile Racing, les filles. Équipage féminin, Virginie, LMP2, c'est ça? Exactement. Moi, je suis que pour les filles.
Non, pas que. My Racing. Pour le coup, ouais, My Racing, pour moi. Et tu verrais pas Julien. Bah oui, mais sinon, je dis tous ceux que je connais, tous mes amis d'avant. Mais pour le coup, j'ai pour les féminines. Allez, pour ce week-end, je suis pour les féminines. Willy. Un non. Pas 36, un non. Oh mince, j'étais bien parti. Non, juste dans le délire, parce que bon, j'ai envie de voir quand même Gabi un petit peu devant quand même. Quelle équipe? Jackie Chan. Ah oui. Jackie Chan. Ah bah oui, oui. Et toi, Jeff? United Autosport. United Autosport. Oh, tu joues dans la facilité là. Je joue par rapport à ce que j'ai vu. Et je m'intéresse au Wake, Alban. Hein. Je m'intéresse au Wake et pour moi, ils sont très forts. Voilà. Ouais, attention, là, c'est sur une course de 24 heures. Oui, mais je maintiens. Tiens, Jeff, bien vu. Je maintiens. Bien vu d'avoir cité United. Vous savez que United a récupéré Juan Pablo Montoya aussi. Oui, exactement. Donc voilà. Ensuite, Fabrice. Moi, je dirais United avec Albuquerque. Parce que malgré tout, Felipe, c'est un pilote qui met du gros rythme aux 24 heures. Il n'a jamais forcément eu les bons équipiers, mais force est de constater que United, il capitalise sur, que ce soit sur le LMS, que ce soit en LMP3 ou en LMP2, en WEC. Vraiment, et puis voilà. Et puis derrière United, c'est Zach Brown. Ils ont des moyens peut-être supérieurs aux autres, mais en tout cas, ils ont un line-up pilote et technique qui est très intéressant. Donc je dirais United avec Albuquerque. Ok, alors Chris, G-Drive, Eric, G-Drive ou Alpine, Magali, Alpine, Fabrice Suveline, G-Drive, Emmanuel, il me fait plaisir, Cool Racing, bien, mais c'est pas mon favori. Moi, je mettrais, on est en France, Alpine. Voilà, Alpine. Parce qu'ils m'ont fait une bonne impression au WEC. Il n'y aurait pas eu le petit impact avec le pilote de la Jumbo. United n'aurait pas été gagnant. Mais je vous rejoins, hein, United, c'est stratosphérique. Hein, c'est la McLaren, Mercedes de la Formule 1. Eux, c'est les LMP2 et LMP3 en ELMS. Voilà. Ok, et ben écoutez, merci à tous. On regardera les pronostics et puis on fera les comptes après, d'accord? Je m'en souviens. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est fini. Hein. On a fait notre présentation de Before Le Mans, en espérant que ça vous a plu. On va faire un petit coucou à nos deux autres groupes, Max F1 Live, ça parle F1, son autre, et Max Kart, pardon. Max Kart Live, ça parle karting, c'est géré par Virginie. Max F1, c'est géré par Jeff. Le WEC GT, c'est géré par moi avec Jeff et Willy. Et Fabrice, il gravite au milieu de tout ça. Voilà. Et oui. Et puis un bon week-end du Mans. Suivez Le Mans sur les réseaux sociaux, partagez, venez sur la page, il va y avoir des choses. Je pense qu'Alban va nous préparer encore. On va faire du live. On va faire un live. Allez. Vu que tu nous tends une perche, on va suivre les 24 heures du Mans en live sur le groupe. Voilà. On vous prépare il va y avoir des équipes. On prépare du lourd. Il va y avoir des équipes et tout ça. Voilà. Petit clin d'œil quand même à Chris pour toutes ses publications sur l'histoire du Mans. Ça c'est pour la partie WEC, c'est quand même un très gros boulot qu'il a fait jusqu'à présent et il va faire en sorte de terminer, je pense, avant que le Mans commence. Et là c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà, donc vu que tu vois que tu regardes le live en ce moment, Chris, je sais que t'es à fond. Donc là, lâche rien jusqu'au bout. C'était 24 heures très longues. C'est ton effort. Donc rejoignez-nous sur les trois groupes, hein, la F1, le WEC et le GT et le kart. Voilà. Bon sur ce, messieurs dames, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bonsoir les amis, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour des nouveaux lives. Salut bonne soirée à vous. Ciao. Bonsoir. Salut. Ciao.